Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Women on Board, le podcast qui permet de pouvoir mieux comprendre dans les entreprises comment faire pour accéder à plus de parité dans les boards. Aujourd'hui, mon invité a contribué au développement global de Microsoft Corp pendant 40 ans en tant que président et EVP au comité exécutif, dirigé par Satya Nadella. Il a dirigé l'ensemble de l'activité commerciale d'entreprise et les 124 filiales du groupe. Il est le président et cofondateur de l'association Live for Good pour favoriser la diversité et l'entrepreneuriat à impact. Il préside également le conseil d'administration de Schema, dont il est diplômé. Il est le producteur et l'hôte du podcast Positive Leadership, dans lequel j'ai eu la chance d'intervenir. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Courtois. Bonjour Guy Clara, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Mais quel grand plaisir Jean-Philippe. Alors, une des premières choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir vous présenter mieux que je ne l'ai fait. Alors, tu as déjà fait une introduction remarquable. Au-delà de cette introduction, effectivement, après 40 ans dans une grande tech, comme on l'appelle Microsoft, où j'ai évidemment développé beaucoup d'aspects de mon leadership, j'ai grandi, j'ai contribué, j'ai appris. Aujourd'hui, je me focalise sur 5 domaines: la jeunesse, l'entrepreneuriat impact, la technologie, l'IA notamment pour le bien, for good comme on dit, le leadership positif également et l'éducation. Voilà, donc ce sont les domaines sur lesquels j'ai grand plaisir à passer du temps avec des organisations, des personnes qui ont envie de changer positivement le monde. Alors, envie de changer positivement le monde, ça passe aussi justement par la question de la parité. Toi qui as connu de nombreux environnements, notamment dans tout ce qui va être de l'ordre de l'informatique, qu'est-ce que tu as pu apercevoir en termes de rapport à la parité, en particulier dans les boards ? Alors dans les boards, on a une situation tout à fait unique en France que tu connais, donc je ne vais pas la développer du fait de cette loi Copé-Zimmermann, mais on pourra revenir sur finalement la nécessité, je le pense, d'avoir des quotas. Ça peut choquer certaines personnes, mais je pense que ça s'est avéré comme quelque chose de nécessaire et d'indispensable, et je l'ai vérifié moi aussi dans mon expérience professionnelle, c'est indispensable d'en mettre en place. Ce qu'on ne mesure pas ne se fait pas. Mais au-delà de ça, en fait, je pense qu'il y a un gros travail encore à faire dans la création d'influence des femmes au sein de conseils d'administration et dans la persuasion des femmes de se présenter, de lever la main pour entrer et joindre des conseils d'administration en France et dans le reste du monde. Oui, donc c'est vraiment une danse en pas de deux, avec un travail vis-à-vis des femmes pour qu'elles puissent prendre leur place, et puis les hommes qui puissent leur céder la place. Alors aujourd'hui, tu as mis en place certaines organisations, certains collectifs. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la parité ? Comment ça se passe au niveau des boards ? Alors dans les boards dans lesquels j'ai pu participer, 2 boards publics, donc d'informations connues et publiques, un board dans une grande boîte de pharma AstraZeneca il y a quelques années, dans lequel j'ai passé 8 ans, au cœur vraiment de l'innovation de la santé. Nous avions un board à l'époque qui était à 30% féminisé, ce qui était non pas un succès en soi, mais qui était déjà à l'époque pour les boîtes de pharma quelque chose qui montrait une avancée progressive. Je suis aujourd'hui au board de Manpower, donc cette entreprise évidemment qui est au cœur du monde du travail dans le monde, dans laquelle on a un board avec des grandes tendances de diversité, des grands traits de diversité qui sont pas seulement la partie féminine, mais également des personnes d'origine ethnique et de parcours très différents. Je pense que c'est aussi un sujet important pour moi, et d'ailleurs pour les boards, c'est de ne pas simplement cocher une case de la diversité, qui est très important. Je sais que c'est le sujet de ce podcast, et je ne vais pas m'en écarter, mais de se dire qu'en fait, il y a des identités multiples.
Et ça, c'est quelque chose de très important que j'ai pu voir, qu'il faut prendre en compte avec des parcours de vie, avec des expériences qui ne sont pas monolithiques et qui ne s'expriment pas par une seule catégorie, qu'elle soit de sexe, qu'elle soit de religion, qu'elle soit ethnique ou qu'elle soit d'appartenance à certaines communautés. Un autre parti pris, je l'ai au sein de mon association Ali for Good, qui a pour mission effectivement révéler le potentiel de jeunes venus tous horizons par l'entrepreneuriat impact. Depuis 9 ans, nous avons des promotions de 50 jeunes par 50. On a accompagné plus de 600 jeunes. Et il se trouve, on n'a pas mis de quota, 50% des entrepreneurs sont des femmes. 50%. Voilà. Donc ça veut dire que probablement aussi par rapport aux valeurs qu'exprime une organisation, par rapport, en l'occurrence, on a des valeurs, l'une de les valeurs c'est la diversité, on en a 6, et notre valeur est la communauté. De se dire qu'on veut créer des communautés diverses qui vont ensemble créer des solutions innovantes pour répondre aux problèmes des personnes et de la planète ensemble, ça demande des perspectives et des visions et des parcours très différents. Non seulement j'en suis convaincu, je l'ai vu au travail de ces communautés depuis 9 ans qui bossent ensemble et qui créent des startups à impact incroyable. Et donc voilà, là, je dirais naturellement, il n'y a pas eu de quota au sein du milieu associatif. 1 sur 2 est une femme. Oui, ce qui prouve en fait que lorsqu'on touche à des domaines comme le domaine à impact, en fait, on a ce pas de 2 qui est plutôt réussi. Il est plutôt réussi. Est-ce qu'il est plutôt, j'allais dire, évident pour des femmes de lever la main ? J'ai l'impression que oui. Néanmoins, il faut toujours les aider dans des sessions de coaching, de communauté, de ne pas céder au syndrome de l'imposteur, l'impostrice que l'on voit après quelques mois dans les communautés des fois, pour les éléments féminins, entrepreneurs féminins. Mais en tout cas, quand le sens est au cœur de l'engagement de ces entrepreneurs, ce qui est le cas, les femmes lèvent la main. Je peux le confirmer tous les jours aux 4 coins de notre pays. Mais ce qui me fascine dans votre parcours, c'est justement cette capacité à pouvoir avoir aussi conscience de l'utilité sociétale que vous devez avoir en tant que responsable d'entreprise, en tant qu'ayant fait aussi toute cette carrière, très belle carrière que vous nous rappeliez tout à l'heure. Cette conscience-là d'un good, un commun, d'un bien commun, tout le monde ne l'a pas. Et en particulier aujourd'hui, lorsqu'on voit combien est-ce que c'est difficile de pouvoir faire comprendre la parité au point de devoir mettre des quotas, on a toujours cette espèce de peur du côté féminin d'être une femme quota, donc de ne servir à rien et d'être un pot de fleurs. Et puis du côté masculin, de se dire, je vais devoir prendre quelqu'un qui va devoir me prendre la place d'un homme qui serait ou plus compétent, ou plus, on va dire, sympa, ou en tout cas plus proche de moi. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Comment est-ce que vous essayez de trouver des arguments pour convaincre un public qui a des réticences ? Alors pour convaincre, je pense qu'il faut se plonger dans l'univers dans lequel se développe son organisation. Il y a un marché, il y a des parties prenantes, telles qu'on les appelle, qui sont des clients, qui sont des fournisseurs, qui sont des collectivités publiques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mes différentes casquettes chez Microsoft, évidemment dans une très grosse société, où j'ai eu l'opportunité et la chance de me voir confier des responsabilités de management très jeunes et d'avoir au fil des années, effectivement, la responsabilité de l'ensemble des filiales du groupe. Et quand on est censé représenter une grande organisation comme Microsoft en termes d'innovation technologique dans l'univers aujourd'hui du cloud et de l'IA, il est évident que la capacité de représentation de toute cette voix de ce monde qu'on est censé adresser doit être représentée au sein de l'entreprise. Donc j'ai toujours eu en tout cas ce ressenti, cette demande que je sentais en voyageant dans plus de 120 pays du monde, déjà, de la différence de nos clients, la différence de ces communautés, de ces pays, et la manière par laquelle, justement, ils allaient adopter de l'innovation dans leur pays, leur communauté. Et de ce fait, représenter déjà au sein de mes équipes cette diversité, qu'elle soit féminine, qu'elle soit de ces nationalités, qu'elle soit d'angles très différents, a été essentiel. Il y a ce dit peut-être une petite anecdote, il m'a fallu 10 ans chez Microsoft, donc il faut être patient, il faut je pense avoir une boussole de long terme, pour en fait passer d'une communauté de directeurs généraux et des CEO de toute notre filiale du groupe, de 10% de femmes, à plus de la moitié de femmes, 10%, et de 10% à 50%. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait par un nombre d'étapes essentielles et une exigence au quotidien. D'abord,
c'est le fait de dire effectivement qu'on mesure sa diversité féminine. Il faut commencer par ça. Alors, en type de mesure, vous aviez quoi, un baromètre? Non, on avait une mesure tout simplement de représentation féminine, alors à différents niveaux, justement. C'est pas simplement le nombre de ceux qui sont devenus CEO de nos filiales aux États-Unis, en France, en Corée, peu importe. En fait, on le faisait dans l'ensemble de la pyramide démographique de nos organisations, donc de plus de 9 niveaux hiérarchiques. On le faisait en particulier sur le niveau des plans de succession, chose essentielle. Parce que sinon, il n'y a pas de pipe, comme on dit, il n'y a pas de talent. Et donc, ça veut dire qu'on portait l'attention et la pression positive sur le fait de développer des talents qui rentraient dans l'entreprise pour qu'un jour, il soit au comité exécutif et qu'un jour, il puisse être CEO. Donc, en fait, on a développé, sans rentrer dans tout le détail, à tous les niveaux de l'organisation. Le recrutement de jeunes talents, c'est les programmes Graduate qu'ont les grandes entreprises. On est parti pour avoir plus de 60% de femmes. Et on l'a fait. Dans tous les pays du monde, dans des pays, on nous disait, au Japon, jamais, Jean-Philippe, en Corée, jamais. Dans des pays où la féminité dans la tech n'était pas... Bon, on l'a fait, parce que quand on veut le faire, on arrive à trouver les moyens. Deuxièmement, ensuite, c'est des processus de promotion. En fait, ça se travaille. C'est-à-dire qu'on regarde toutes les promotions qu'on a dans une entreprise et combien sont accordés à des genres, à des diversités différentes, et pour quelles raisons. Il faut que ce soit les meilleurs talents. Très clair aussi, c'est les meilleurs talents qui sont promus. Ensuite, même sujet au niveau justement de la capacité à grandir et devenir représentant au comité exécutif de la filiale du groupe. Voilà, et je passe, et tout ça ensuite, ça demandait une revue trimestrielle. C'était pas des paroles en l'air en disant on a un bel objectif, où il y avait littéralement une scorecard, j'ose le dire. On a une scorecard business, mais on avait une scorecard, moi j'ai une scorecard people, des gens, d'organisation, et dans lesquels le pouls de la diversité et de son évolution était mesuré chaque trimestre. Et ce qui fait qu'il y avait des vraies sessions stratégiques de coaching avec les dirigeants de la filiale, avec les patrons HR, patronnes HR de nos filiales, et au niveau global, pour monter la barre régulièrement, pour s'inspirer des meilleures pratiques, comme on dit, qui arrivaient dans des pays avec des développements incroyables, et d'autres qui, malheureusement, allaient de travers. Voilà, donc j'ai appris la patience, j'ai appris l'objectivation par des objectifs extrêmement clairs, et puis j'ai appris, l'entreprise, l'organisation a appris, en voyant la qualité des résultats obtenus par ces femmes dirigeantes. Et donc, il n'y a plus de sujet chez Microsoft. La présidente de Microsoft France est une femme, Corinne de Bilbao, qui est remarquable, mais elle suit l'exemple d'un grand nombre de leaders femmes qu'on a pu développer dans cette entreprise. Donc, voilà un petit peu le vécu de l'intérieur d'une très grosse boîte, des étapes qu'il faut pour potentiellement arriver à une meilleure représentation et surtout une meilleure leadership de l'ensemble. Oui, c'est fascinant. Alors, on retient justement comme bonne pratique des outils de mesure précis, avec une fréquence trimestrielle, ou en tout cas assez répétitive. Quelles sont les autres bonnes pratiques? À part ces outils, vous parliez de différents pays. On sait que les pays du Nord, généralement, sont assez bons élèves là-dedans. Quel pays vous avez en tête à propos justement de ces bonnes pratiques, et quelle était la pratique qui vous a le plus surpris? Je dirais que l'une des bonnes pratiques répétées lorsqu'elle est bien faite, c'est évidemment le coaching ou le mentorat, qui sont deux choses différentes. Je m'adresse à une grande experte du coaching. Et donc, sur la capacité à vraiment aider, mentorer des talents féminins tôt dans leur carrière. Et de le faire de manière proactive. C'est-à-dire ne pas attendre qu'elles demandent à être mentorées, et dire en fait, toi, Guy Clara, on va te proposer d'avoir un ou deux mentors, ou mentors au féminin d'ailleurs, parce que je pense qu'il ne faut pas être obsédé en se disant c'est forcément un matching femme-femme. Je ne pense pas. C'est un matching de talent à talent qui montre l'exemple de comment on peut progresser dans l'entreprise. Et ça, je l'ai vu faire dans un certain nombre de nos organisations filiales, que ce soit en Europe du Nord, que ce soit effectivement même dans certains, aux États-Unis, notamment aussi beaucoup, et puis en Asie, où ça s'est développé. Le deuxième élément, c'est évidemment la reconnaissance et la valorisation de ces talents féminins, qui ont plutôt tendance, je dois le dire dans mon expérience en tout cas, à s'effacer et à être moins visibles, à être moins au cœur de la revendication de résultats. Et le fait de simplement, lorsqu'on a toutes ces réunions globales d'entreprise et avec des clients aussi, montrer que ces femmes sont celles qui, en fait, inspirent le leadership local,
a un impact très important. Et je l'ai vu faire dans certains nombre de pays où ces femmes s'engageaient non seulement en tant que directrice générale de la filiale, mais dans des mouvements autour du leadership, des mouvements autour de l'impact de la féminisation de la technologie dans leur pays, par exemple. Donc au cœur de notre business, il faut que ce soit très connecté avec ce qu'on fait. Et il se trouve qu'on est dans un secteur où il y a encore tout à faire en matière de féminisation, qui est la tech. Alors, si je comprends bien, une des recommandations, c'est de pouvoir donner une certaine part d'obligation de visibilité à ces femmes-là qui ont été des femmes choisies pour pouvoir monter en compétences. C'est aussi leur donner cette visibilité. C'est aussi leur donner l'envie de prendre la parole. Pour inspirer les autres. Pour inspirer les autres, tout simplement, pour inspirer les autres. Et donc, au-delà de cercles de femmes qui existent encore dans l'entreprise, Microsoft et d'autres, bien sûr, c'est un cercle de leaders tout court. Et donc, pendant ces 10 ans ou plus, j'ai toujours dirigé, essayé de coacher une communauté de plus de 120 CEO de nos filiales. C'était très important parce que je voulais instiller des valeurs communes à l'ensemble des leaders, quels qu'ils soient, hommes, femmes, et quelle que soit leur provenance. Et le fait que ces femmes soient plus présentes pour présenter les succès dans les résultats commerciaux, financiers, dans les résultats d'innovation, dans les résultats de satisfaction de nos clients ou autres, qu'elles soient présentes même au comité exécutif global de Microsoft, lors de la prise de parole aux côtés de Satya Nadella, que je faisais intervenir également, lors de grands événements externes aussi, que ce soit ces femmes qui prennent la parole. C'était pas symbolique, c'était concret, c'était efficace, c'était pertinent, et on voyait par l'action que ces femmes étaient celles qui étaient en train de faire le succès de Microsoft, tout simplement. Des femmes qui vous ont inspiré justement dans ce cadre-là, vous parliez actuellement de la CEO de Microsoft France, mais dans votre parcours, des femmes qui vous ont inspiré, des femmes qui vous ont mentoré, qui vous ont aidé tout au long de votre carrière, est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-unes ? Alors je dirais qu'au sein de conseil d'administration, j'ai vu des femmes très étonnantes. Une femme, je nommerai Shriti Vadera, qui était au conseil d'administration d'AstraZeneca et qui est maintenant d'ailleurs chairman de Prudential, une grosse société. C'est une rare femme chairman, et qui est une femme qui a un parcours très, très intéressant parce qu'elle a été ministre dans un cabinet anglais, mais elle est également dirigeante au sein d'entreprises, et qui est quelqu'une qui a montré, justement, je pense, une des qualités importantes pour des femmes, pour revenir à la discussion du board, d'influence, d'une femme d'influence, et qui a su créer son réseau d'influence. Et dans les quelques discussions que j'ai pu avoir avec elle pendant des années, plusieurs discussions, comprendre comment elle opérait, comment elle arrivait justement, pas simplement au board d'AstraZeneca, mais ce qu'elle continue à faire, à créer cette influence en étant très proactive sur le développement de son réseau, pour moi, a été quelque chose d'assez étonnant. Une autre femme que j'ai peu connue, mais j'ai eu le plaisir, comme toi, d'avoir sur mon podcast, c'est Melody Hobson. Melody Hobson, c'est la CEO d'un fonds d'investissement qui s'appelle Ariel Investments. C'est une noire américaine, dirigeante, qui a démarré dans des conditions compliquées, familiales, sociales, pas vraiment favorisées du tout, et qui a réussi au plan académique et qui, très tôt, en fait, s'est fait mentorer par un homme qui l'a poussé vers le haut. Et en fait, en discutant avec Mélodie dans ce podcast, et après, on a eu d'autres conversations, c'est quelqu'un qui dit toujours, et je pense qu'à juste titre, il faut balancer, équilibrer cette assertion de soi, cette affirmativité, assertivité, voilà, assertivité pour une femme, et en même temps, évidemment, un très grand sens de l'écoute qui est essentiel quand on est dans un board. On est là pour écouter, formuler des questions, formuler des options possibles. Mais cette notion d'assertivité, je pense, c'est quelque chose qui demande à être développé. Et je l'ai vu faire par des femmes qui en étaient extrêmement conscientes et qui, de ce fait, prenaient la parole. Et le faisaient de manière extrêmement efficace, impactante, dans des conseils d'administration comme dans des comités exécutifs. Donc cette capacité à prendre la parole, c'est quelque chose que tu recommanderais à travailler pour une femme qui voudrait se présenter dans un board ? Absolument. Je pense que cette prise de parole, déjà au sein de son organisation, de son entreprise, c'est quelque chose d'essentiel. Cette prise de parole au sein peut-être d'initiatives également extra-entreprise. Je crois beaucoup au fait qu'une femme comme un homme qui montre son engagement en dehors de l'univers de l'entreprise, où on est très occupé, qu'il soit associatif, qu'il soit communautaire au sens d'une communauté au sens large du terme,
va pousser cette femme à prendre la parole, à exprimer une opinion et à la défendre devant des parties prenantes. Et je pense que c'est une qualité essentielle lorsqu'on va rejoindre un conseil d'administration. Et pour toi, si jamais tu devais citer des hommes qui, pour toi, incarnent justement ce nouveau leader qui doit être dans le fait d'assumer la capacité à la parité, ce serait qui ? Qui est-ce qui t'inspire aujourd'hui dans cette capacité de résolution de la question homme-femme ? C'est une question très difficile. Triste, hein, c'est triste, je sais, parce que la liste est compliquée. Ça, même de toi. Oui, non, je dirais que j'ai croisé des dirigeants dans différents pays du monde, dans différentes organisations, et côté homme, j'en ai eu un récemment, et je trouve qu'en tout cas, il pousse pas simplement la question, la problématique assez loin, qui est Florent Mengo de Michelin, et qui embrasse la diversité sous toutes ses formes, au plan social, au plan du genre, au plan des régions, à tous les niveaux. Et je trouve que pas simplement le point de vue, mais la culture. Je pense que la notion de diversité et inclusion est pour moi profondément ancrée dans une culture d'entreprise. Et donc, quelque part, la CEO d'une entreprise est la garante de cette culture. Et juste pour l'illustrer, quand nous sommes embarqués dans une transformation de Microsoft, il y a maintenant 10 ans, en 2014, quand Satya Nadella est devenu CEO de Microsoft, et j'étais à ses côtés pour effectivement diriger l'ensemble du business commercial de l'entreprise. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait évoluer notre culture sur 3 variantes, parce qu'on ne change pas une culture d'une boîte qui avait presque 50 ans, 40 ans à l'époque, pardon, comme ça, en 1989, on ne le fait pas. Par contre, on a dit, il y a trois domaines sur lesquels il faut qu'on change. Growth mindset, pour tous nos auditeurs, c'est un excellent bouquin d'abord de Carol Dweck, et c'est cet esprit apprenant, cet appétit d'apprendre et de s'ouvrir à toute personne, quelle qu'elle soit, à tout moment. C'était également l'obsession des clients. Et troisièmement, c'était diversité et inclusion. Voilà. Et ça veut dire que on n'a pas juste déclaré en faisant un beau slide nos cultures, les éléments essentiels de la culture. C'est-à-dire qu'on a travaillé dans tous les artefacts de ce qu'est Microsoft, dans toute l'échelle de nos 35 000 managers, dans tout le comité exécutif, les 15 leaders, et surtout tous les employés, ce que voulait dire au quotidien diversité, inclusion, notamment. Et donc, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure s'inscrit là-dedans, avec Dot, tout à l'heure sur la diversité féminine, sur le fait de réfléchir et pas simplement dire, voilà, on est divers et inclusif chez Microsoft. Non, ça, c'est pas une déclaration juste d'intention. C'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait compte tenu de notre responsabilité qu'on a, quel que soit le rôle dans l'entreprise. Oui, responsabilité, on le voit que aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué aussi pour des entreprises d'échapper à ces quotas. Est-ce que tu es au courant de ce que risquent les entreprises à ne pas appliquer les quotas ? Parce qu'on sait que quelquefois, le changement vient par la menace. Et est-ce que tu as déjà eu vent, ou alors est-ce que tu as déjà rencontré des entreprises qui se sont fait retoquer pour ne pas appliquer les quotas, par exemple ? Sur les quotas de diversité dans les conseils d'administration ? Oui. Pour être précis. En particulier, voilà. Oui, sur tout ce qui est non, sincèrement, je ne suis pas au courant de tel... Enfin, je veux dire, je n'ai pas eu d'exemple concret sur lesquels les entreprises se sont senties menacées. Par contre, ce que je sais, c'est que cette loi en France a énormément aidé. Donc, on en parlait au tout début de cet entretien. Donc, je pense que c'est quelque chose de très positif et renforcé par leur X1 maintenant, côté dirigeance d'entreprise également. Mais je n'ai pas vu... Non, par contre, ce que j'ai vu dans des organisations, c'est effectivement... le fait que la tendance était délétère en termes de diversité et d'inclusion, et j'ai vu les talents féminins s'en aller, tout simplement. À la fin, on paye ça sous forme de talents qu'on perd ou qu'on n'acquiert pas. Ça reste une bataille des talents quand même, et des clients. Il faut des talents pour produire, vendre, concevoir, inspirer des services et des produits à des clients. Et si ce monde-là des talents ne rencontre pas celui des clients, qui, par définition, a cette diversité au moins de 50-50, on a un vrai problème. On a un vrai problème d'écouter cette voix, parce que on sait tous qu'on a tous des biais, quels qu'ils soient, qui font qu'on ne va pas recueillir cette voix de cette diversité du monde. J'aurais aimé aussi pouvoir t'entendre sur tout ce qui était formation, programme de talent, puisque c'est ce que tu proposes aussi dans ton cadre associatif. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie volonté de la part des entreprises de pouvoir créer des programmes pour les femmes, pour les aider justement dans une partie de coaching, de prise de parole, ou tout ce qui va toucher à la confiance en soi, pour les aider à monter en compétences. On entend moins de formations ou de programmes qui soient dédiés aux hommes. Donc, est-ce que toi...
Est-ce que tu as des formations à la diversité pour ce qui est considéré comme étant la majorité? Alors, il y a une formation qui est venue un peu de base dans pas mal d'entreprises, qui est plus ou moins bien traitée d'ailleurs sur les biais cognitifs, que je connais très très bien. Et donc sur le fait d'imprégner des hommes de ces biais que l'on a sur la diversité féminine et sur tous les autres types de diversité aussi. Et donc là, il y a des workshops, des ateliers, des ressources qui existent, qui sont en ligne, qui sont des consultants, qui sont des organisations, qui permettent réellement ça. Je connais même une start-up qui s'appelle Enliven, de mémoire, qui est une start-up à impact que j'ai suivie dans le cadre de mon activité chez Microsoft Vendor, parce que ça me passionne, qui avec des casques de réalité virtuelle, place des hommes et des femmes ensemble dans une situation de femmes et de harcèlement de femmes. Voilà. Et qui, émotionnellement, est très dur, très difficile. Les personnes sont sorties en larmes, j'ai vu une séance, et donc qui a un ressenti très émotionnel de la réalité de cette expérience pour une femme. Voilà. Donc il existe des solutions. Simplement, il faut avoir l'envie d'aller les chercher et l'envie de les utiliser au sein de son organisation pour embarquer ses équipes, ses dirigeants, en disant, mais en fait, le problème, il faut que vous commenciez à le ressentir. Donc, je trouve que cette expérience de start-up était intéressante. Ce n'est pas la seule manière de le faire, mais je trouve que c'était assez innovant pour avoir ce rendu émotionnel. Oui, la construction que tu proposes aussi de cette espèce de monde nouveau, ou en tout cas un monde plus égalitaire auquel tu voudrais contribuer, elle vient aussi d'une reconstruction que tu as dû vouloir faire au niveau personnel. Est-ce que tu veux nous parler aussi de comment est-ce que tu es arrivé à pouvoir établir Live for Good, et pourquoi en toi c'est quelque chose de nécessaire d'arriver à un monde plus juste? Oui, effectivement, Live for Good a une genèse très, très, très personnelle, puisque Live for Good est né en fin 2015 suite à la disparition de mon fils Gabriel, et que, avec ma famille, ma femme Pascal, mes grandes filles Aurore et Romane, on a souhaité finalement, se donner un horizon, on a souhaité se donner un peu une étoile du Nord, en se disant comment ensemble finalement faire vivre et aider, développer une jeunesse, des jeunesses qui avaient des valeurs proches de celles de mon fils et qui ont envie de changer positivement le monde. Et on s'est dit, donnons cette énergie, les ressources qu'on a aussi, évidemment, mettre à leur disposition, pour d'abord avoir des moments de joie, parce que c'est des moments de joie, quand on a des jeunes qui ont des parcours improbables, cassés des fois, parce qu'on a toute forme de diversité, on a plus la moitié de nos jeunes qui viennent de publics fragiles, de quartiers, de zones rurales, de handicap, etc. Et puis des jeunes traditionnels qu'on mélange ensemble, on croit énormément à cette notion de communauté. Et donc, pour moi, effectivement, je ne sais pas si c'est une reconstruction, mais c'est une espérance de contribuer modestement, un entrepreneur à la fois, un projet à impact à la fois, à des innovations sociétales, et puis surtout à faire assumer par ses leaders, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes, cette notion de leadership positif que je crois énormément. Donc, de fait de dire, en fait, ayant confiance en soi, qui est d'ailleurs un très bon développement aussi pour tous les talents et femmes en particulier, d'avoir plus confiance en soi, et ça se travaille, hein. Il y a des outils pour avoir confiance en soi, et d'avoir la capacité d'affirmer son pourquoi on est là. Et je pense que chaque fois qu'on a la possibilité de le faire, femme ou homme, c'est très puissant parce qu'après, on peut le matérialiser dans l'action. Et moi, je crois que beaucoup, le leadership, il se décrète pas par des écoles, des enseignements supérieurs, par des mentorats, etc. uniquement. Il se fait, on devient leader en faisant, voilà, dans l'action. Et donc, c'est là où il faut s'engager, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut le faire. Et c'est ce que font nos entrepreneurs qui sont incroyables et qui se battent tous les jours pour des solutions environnementales, sociales, pour changer le monde et qui sont en train de bouger les lignes. Je sais que tu as aussi un projet dans l'IA. Alors l'IA qui est un endroit où on vient se caricaturer, encore les relations hommes-femmes. Il y a encore un énorme travail à faire, là aussi, pour essayer d'enrayer le sexisme. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire si toi-même tu as eu en fait à te confronter à des images sexistes et qu'est-ce que tu fais pour ça ? Alors, il y a plusieurs questions dans la question entre l'IA, les images sexistes, de tout ce que peut propager les technologies de l'information. Je suis un passionné évidemment d'innovation et d'IA, et au-delà de ma vie Microsoft Corporate qui s'est achevée il y a quelques mois, j'embrasse l'IA dans ma vie personnelle, par exemple dans la préparation de podcasts. Comment utiliser l'IA pour être plus efficace, pertinent dans des questions qu'on peut se poser. Comment embarquer l'IA dans des projets d'impact. Donc je suis un certain nombre, et en tant qu'investisseur dans certains cas, projets impact qui me tiennent à cœur,
clair, où je vois l'impact possible pour le bien de l'IA. Et ça ne veut pas dire que je suis naïf en disant que l'IA ne peut pas apporter des choses négatives. Donc, après 40 ans passés dans la tech, où j'ai eu la chance de vivre les 3 grands points d'inflexion de notre industrie technologique. Je suis rentré, moi, il y a 40 ans, quand c'était la naissance du personal computer. Donc, beaucoup d'auditeurs étaient peut-être pas nés. C'était l'Apple II et l'IBM PC. Après, c'est passé à l'Internet. Après, on est passé au cloud. Et maintenant, on est passé à l'IA. L'IA est le moment le plus étonnant de ma vie des 40 ans, au plan professionnel, innovation, en termes d'accélération possible de l'innovation des hommes et des femmes dans la société. Simplement, c'est un outil qui doit être toujours au service de l'homme et de la femme. Ça, c'est mon point de vue très, très fort. Ça veut dire qu'il y a un travail conséquent, énorme à faire sur la partie éthique et intégration de règles d'éthique dans les algorithmiques d'IA. Et la capacité, par contre, vraiment de dépasser, de faire grandir les personnes grâce à l'IA. Mais ça suppose aussi de travailler des choses fondamentales comme l'esprit critique, avant tout, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir le savoir uniquement qu'on apporte, que ChatGPT ou Perplexity, peu importe, apporte à la seconde, mais savoir confronter cette information, ces informations diverses aussi, différentes sources, c'est toujours important, par son expérience, par des points de vue différents, par des connexions différentes, par des réseaux différents, qui fait que l'IA sera vraiment au service de l'humanité. Justement, sur les questions d'égalité et d'inégalité que suppose l'IA, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues qui ont été mises en place, que tu peux recommander ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on voit apparaître des pôles IA qui remplacent, ou alors qui viennent en complément, un pôle comptabilité, un pôle marketing, un pôle finance, et on les fait se dialoguer pour créer des nouveaux projets. Est-ce que tu penses que dans ce cadre-là, on va retrouver exactement les mêmes inégalités hommes-femmes par rapport à des projets, etc. Est-ce que tu as abordé le sujet ? Oui, en fait, les grandes questions que pose l'IA à différentes étapes, c'est d'abord les données sur lesquelles l'IA est entraînée. Les fameuses LLM dont on parle tous, avec récemment encore l'épisode du Sputnik, l'équivalent du Sputnik avec DeepSeek chinois qui est arrivé, qui crée tout un émoi maintenant, qui est en train un petit peu de retomber, mais à juste titre. En fait, la question, c'est de dire, ces modèles doivent être entraînés sur toutes les voies et les intelligences du monde. Or, évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et quand on regarde le monde et les quelques milliards d'habitants sur cette planète, eh bien on le sait, c'est une certitude, que les voies du fameux Global South, du Grand Sud, sont très peu représentées dans les modèles d'entraînement de l'IA. Donc, d'ores et déjà, dans cette représentation du monde, il y a un souci. Il y a un souci qu'il faut adresser, qui peut être adressé, mais qui doit être adressé au niveau à la fois des pays, une forme de gouvernance mondiale qui est très importante pour que les modèles soient auto-apprenants autour de cette diversité de vues. Et ensuite, oui, il existe, et heureusement, un certain nombre d'acteurs technologiques l'implémentent, des méthodologies de développement d'algorithmes d'IA qui permettent, d'embrasser quelques grands principes essentiels de sécurité, de respect de la vie personnelle, de justice, alors c'est un gros sujet, on ne va pas lancer comment on définit justice, de transparence, de responsabilité. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a des comités, par exemple chez Microsoft, on a mis en place il y a déjà plus de 10 ans, et sans arrêt il a été revu, un comité éthique interne qui préside finalement toutes les décisions de développement de l'entreprise. Et dans lequel on a un mix à la fois d'ingénierie, de R&D, mais de personnes aussi qui viennent de perspectives de parcours très différents, sociologues, etc., pour se poser vraiment des questions en disant est-ce que c'est des sujets qu'on s'interdit ou pas de traiter avec de l'IA, et comment va-t-on le faire lorsqu'on développe ces produits IA avec nos clients ? Donc garder une sorte de garde-fou vis-à-vis de l'IA pour être sûr d'être encore dans un monde de parité, ou en tout cas dans une oui. volonté, comme tu le disais plus tôt, de faire en sorte que hommes et femmes soient représentés et non pas sous-représentés. Une toute dernière question avant de terminer ce podcast. Jean-Philippe, quels seraient les conseils que tu voudrais donner aux hommes pour mieux accepter que les femmes aient un rôle à jouer à part entière dans les boards ? Je dirais, le premier conseil, c'est de mentorer 2 ou 3 femmes talents autour d'eux. Voilà, pour déjà co-vivre un peu leur expérience dans l'intention de rejoindre des boards. Ce serait un premier engagement, je pense, très important.
Le deuxième, c'est de se dire finalement, dans les organisations dans lesquelles ces hommes ont un rôle d'influence, voire de décision, pour présenter des candidates à des conseils d'administration, le leur ou d'autres dans lesquels ils ont des amis, des relations, et bien en fait, là aussi, identifier, et c'est là où la première action va aider la seconde, identifier des talents et des profils qui seraient, je dirais, qui seraient un apport extrêmement positif à ces conseils d'administration. Et cet apport, il n'est pas simplement parce que c'est une femme, il faut être très clair. C'est une femme, évidemment, c'est important pour ce point de vue diversifié, mais c'est une femme qui apporte une série d'expertises et d'expériences dans sa vie. Ça, c'est très important. Et ça, c'est un conseil plus à la femme qui veut rentrer en conseil d'administration, c'est d'être très clair sur sa propre proposition de valeur, sur les domaines d'expérience et de passion qu'elle a, et sur lesquels elle va prendre la parole, sur lesquels elle a un point de vue, j'allais dire, tout simplement éprouvé par les faits et par des réussites dans son activité professionnelle ou entrepreneuriale. Jean-Philippe Courtois, merci d'avoir été parmi nous dans ce podcast Women on Board et merci pour vos recommandations. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.